On continue notre tour d'Europe des parcs à thème par le premier pays du trip, le Royaume-Uni. Et aujourd'hui, on fonce à Thorpe Park. Je me dirigerai ensuite aux Pays-Bas, en Allemagne, en Italie, en Pologne, en Autriche, puis je terminerai ce voyage par l'Espagne en revenant de Madrid, donc abonnez-vous pour ne pas en perdre une miette. J'avais fait à la fin de la saison précédente un tour petit format entre la Belgique, les Pays-Bas et l'Allemagne, mais ce sera pour une autre série sur cette chaîne. Je vous emmenais hier à Chessington World of Adventures, un parc familial voisin du même groupe. Ma vidéo précédente donne beaucoup plus de détails sur le pourquoi du comment de mon voyage et sur mes premiers jours de trip. Si vous ne l'avez pas encore vu, allez y jeter un coup d'œil pour aussi découvrir Chessington. Après cette première journée, il était temps pour moi de me diriger vers le parc qu'on visite aujourd'hui en visitant, malgré moi en bus, la banlieue sud-ouest de Londres pendant plus d'1h30. Et je peux vous avouer qu'avec le recul, c'était vraiment cool de le faire comme ça, même si j'ai fini par arriver dans la nuit noire et failli louper la dernière correspondance avec le dernier des derniers bus. Ça aurait été con, si près du but. Mais tout est bien qui finit bien avec ce trajet à 3,50 € parce que j'ai pu arriver à la maison d'hôte juste à côté de Thorpe Park. D'où le nom de cet hébergement auquel j'avais réservé une chambre pour 2 nuits sur Booking pour la somme de 99 livres sterling ou environ 116 €. Soit à peu près 58 € par nuit. Ce prix est un peu élevé quand on prend en compte la petite chambre que j'avais dans la maison, la salle de bain du coup partagée avec les 2 locataires de l'autre chambre, la non-proximité avec une gare ou une station, mais en contrepartie, pour justifier un peu le prix, les céréales, les gâteaux et boissons à dispo dans le frigo ou le placard de la chambre, la propreté des lieux et surtout la véritable proximité avec le parc, en plus de la gentillesse de la propriétaire. 58 € la nuit, c'est quand même bien au-dessus de la moyenne du coût par nuit sur ce tour, moyenne qui était de 41 €. Comme expliqué dans la vidéo précédente, pour choisir un hébergement sur un tour comme celui-là, je fonctionne avec ces 3 critères. Et bien sûr, s'il y a lieu, le coût des trajets entre ces points. Après une bonne nuit chez Debbie et 10 minutes de marche, nous voici aux portes de Thorpe Park. Le temps de traverser le parking, j'ai la possibilité de vous donner quelques infos pour venir ici. Si vous venez sans voiture, pas de transport en commun lourd comme un train de banlieue ou un métro accessible à pied depuis le parc, mais vous avez des lignes de bus qui viennent de ses alentours, mais aussi de la gare de Chertsey qui relie celle de Waterloo à Londres, ou bien depuis le nord du parc à Staines-upon-Thames. Si vous venez en voiture, ce sera à 45 minutes à l'ouest de Londres et 10 livres pour vous garer en 2022. Pour info, c'est aussi à 15 minutes au sud de l'aéroport international d'Heathrow, le Roissy local si vous voulez, donc pourquoi ne pas y passer si vous avez une longue correspondance à cet aéroport un jour et que vous connaissez déjà bien Londres. On ne change pas une équipe qui gagne, et comme à Chessington, je vais dégainer mon pass Merlin Discovery pour entrer dans le parc. Ce pass annuel m'avait coûté 89 livres sterling en 2022 et permettait d'entrer pendant 1 an dans tous les parcs et attractions du groupe Merlin en Grande-Bretagne. Toujours avec des jours de restriction à ce superbe prix, mais ça ne m'a pas empêché donc d'économiser une journée entière sur 4 dans les 3 parcs du groupe que j'ai visités au Royaume-Uni. Encore une fois, ces passes de groupe de parcs, c'est un bon plan à retenir. Il y a aussi les réductions offertes par certains passes annuels de parc chez leurs partenaires. On arrive gentiment sur cet intriguant parc qui, pour une première visite, respire le sensationnel et procure son sentiment d'excitation et de curiosité quand on s'en approche comme je le fais là. Le parc est situé sur une presqu'île reliée au parking par un pont qui offre un point symbolique fort aux visiteurs pour une belle transition entre le monde extérieur et cette île de tous les dangers. Il est 10 h et on peut déjà voir qu'au contrôle sûreté il n'y a personne, donc vraiment un bon signe pour aujourd'hui. On arrive à l'entrée, on scanne le billet, on traverse donc le pont des Délices vers un monde unique de thrills pour tous. Nous voici à présent face au dôme, le premier organe de Thorpe Park, une sorte de mini Main Street sous forme de place couverte par un dôme qui semble lui être aussi iconique pour le parc que le pont qu'on vient de traverser. Alors ici, service classique d'une entrée, snack, boissons, boutique, jeux, on est bien sur un lieu de passage important. Et voilà quelque chose qui donne encore plus envie en arrivant. Que même si en 2022 il n'y avait que 5 gros coasters, le parc est conçu d'une telle manière que ce point de vue de la skyline est bien placé pour les visiteurs qui arrivent. La skyline n'est pas bien visible ici sur mes images, mais bon, dans tous les cas, même si elle est sympa, ce n'est pas la plus belle de ce voyage. Vous verrez. Enfin ça c'était sans compter sur l'arrivée d'Hyperia. Arrivée en 2024, arrivée difficile tout de même. Et ça étend quand même un peu la skyline je crois.
Enfin, comme ce voyage était en 2022, du coup je vais pas vraiment traiter d'Hyperia, je vais en parler rapidement, mais je pourrais pas vous donner vraiment mon avis. On n'a pas l'air d'être dans un parc qui s'adresse directement aux familles à première vue, même s'il faut quand même pas abuser. Il y a quelques 8-9 attractions sur 26 qui leur sont vraiment dédiées. Et ce, parce qu'il ne faut pas être déserté par les parents qui n'ont pas pu faire garder leurs gosses pour venir à Thor Park. Mais alors, pourquoi donc s'encombrer de petits rides pour enfants quand on a une cible comme les ados ou les adultes? Pourquoi c'est donc si important de ne pas être déserté par les familles? Réponse en fin de vidéo. Pour plus de cohérence thématique, depuis 2016, Thor Park est divisé en 8 zones qu'ils appellent des îles. On va commencer par l'île la plus au sud du parc en descendant le long de cette allée. Chemin qui nous permet de passer devant quelques flat rides et surtout devant Colossus, le coaster aux 10 inversions ouvert en 2002. Mais on reviendra dessus tout à l'heure. Juste ensuite, on tombe sur l'île Old Town dans laquelle se trouve So The Ride ainsi que quelques flats bien thématisés Torture et compagnie, super good vibes quoi. On est ici sur une montagne russe de type Eurofighter, modèle du constructeur allemand Gerschlauer, réalisé en custom et ouvert en 2009. Et on reviendra sur ce point après l'avoir ridé. La partie visible du coaster est intégrée dans des éléments de torture pour nous installer dans l'ambiance du film assez rapidement. Le choix d'une franchise horrifique et gore comme Saw est très cohérente avec les émotions de peur qui doivent se dégager du produit proposé ici par Merlin et le constructeur allemand. Les émotions recherchées par les attractions de ce parc sont souvent les mêmes, donc le groupe anglais sait comment ne pas trop se tromper sur ce type de choix. On peut aussi en retrouver dans notre prochain parc du groupe, Alton Towers, vous verrez. Bon, ce type de coaster est bien connu notamment pour ses lifts verticaux, ses chutes à plus de 90 degrés, conception compacte et flexible, adaptée aux espaces réduits, en partie grâce à des trains plus petits et plus agiles. Mais surtout aujourd'hui, ils sont connus pour leur inconfort. Sur le papier, c'est super ce modèle, mais dans la pratique, le train est tellement agile comme un chat que nous, les passagers, on a du mal à suivre et on se fait tarter à chaque changement de direction ou de vitesse par un harnais digne des outils de torture de Jigsaw. Sinon, il faut avouer que c'est plutôt bien intégré entre le bâtiment et la petite portion intérieure au début, avec la giclée de sang, les quais, la théma extérieure proche du coaster. Le choix de thématique leur est propre, mais encore une fois cohérent avec le sentiment qu'on veut procurer aux visiteurs avec une telle montagne russe. On a quelques sensations, notamment lors de la première grande drop à plus de 90 degrés, et c'est aussi ce qu'on vient chercher, sans que ce soit insoutenable non plus pour le public. Par contre, ce qui peut vite être insoutenable et gâcher l'expérience globale, c'est bien sûr l'inconfort avec ces harnais diaboliques. En somme, ça vaut le détour pour la franchise, l'intégration et les petites sensations typiques des Eurofighter. Mais n'y allez surtout pas pour son confort. On s'offre un petit tour sur le flat ride adjacent, toujours dans cette thématique bien sympathique, puis direction le labyrinthe Black Mirror. C'est un labyrinthe de miroirs intérieurs avec des dizaines d'effets très très surprenants. Mais sur le moment, j'étais pas vraiment emballé et à vrai dire, avec tous les autres visiteurs, on n'en pouvait plus. Et on avait qu'une envie, c'était de sortir le plus vite possible de cette attraction infernalement longue et bizarre. Mais avec le recul, je crois que je relativise sur cette expérience improbable et que ça me semble mieux que ce dont ça avait l'air. Si vous l'avez fait, dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé, parce que je reste encore un peu circonspect. La torture, ça creuse. Il était donc temps de s'arrêter manger juste en face des enfers, chez Becca.
Et oui, ce n'est pas une nouveauté, certains parcs intègrent directement des franchises de fast-food dans leurs allées pour agrémenter leur offre de restauration. Cette nouvelle bête d'Hyperia, située juste à côté du Labyrinthe et de Burger King, inaugurée cette année en 2024 et conçue par MacRides, du même groupe que Europa Park, n'a pas terminé d'en faire voir de toutes les couleurs à Merlin. Le coaster, très ambitieux, a rencontré divers problèmes dont certains youtubeurs parlent à merveille. Je vous laisserai ensuite la joie d'aller jeter un œil sur ce qui se passe de ce côté avec ce beau bébé. En somme, depuis son inauguration en mai, il a difficilement atteint le mois complet d'exploitation. Coup dur pour le parc anglais et le constructeur allemand qui se sont donné du mal pour mettre sur pied ce coaster qui est le plus haut et le plus rapide du Royaume-Uni. On continue notre visite en rebroussant chemin en direction du centre du parc. Je revois Colossus et les Flats avant de découvrir la plage et enfin le land Angry Birds qui a été rethématisé depuis. En arrivant dans la zone Angry Birds, on retrouve quelques détails du jeu avec des bâtiments rhabillés pour l'hiver, comme on dit, arborant les couleurs caractéristiques de la franchise. Les attractions sont naturellement thématisées autour d'Angry Birds, organisées le long de 2 petits boulevards qui se croisent. On y trouve des autotamponneuses, des tasses, une tour de chute libre, un cinéma 4D, des jeux d'arcade, des jeux forains et, ironiquement, en offre de restauration, on a au milieu de tout ça un KFC. Je vous laisse juge de la blague faite par le parc. Bon, pour au moins essayer quelque chose dans ce land, je me dis qu'une attraction média comme l'expérience Angry Birds 4D ne ferait pas de mal. Si surtout il n'y a pas de queue comme ici et qu'elle attise un peu ma curiosité avec cette franchise. Vous pourriez me dire que regarder un film dans un parc d'attractions, c'est pas très différent que de le faire chez soi ou au cinéma. Je serais d'accord avec vous. D'autant plus que dans beaucoup de parcs, les films sont souvent génériques, fades et les effets spéciaux redondants ou mal utilisés. On peut évoluer en 2 décennies. Une fois le film terminé, je vous avoue que je suis agréablement surpris par ce que je viens de voir. Ici, le film est bien construit, avec une intrigue captivante pour les 15 minutes que dure l'expérience, en restant fidèle à l'univers du jeu, ce qui évite de se sentir perdu. Les personnages, qui eux nous sont déjà familiers, ont plus de place pour exprimer leur personnalité, les effets spéciaux sont en harmonie avec l'histoire, la 3D est plutôt bien réalisée, et l'ensemble se révèle assez divertissant. En réalité, les fans d'Angry Birds doivent certainement apprécier de voir cet univers étendu et plus détaillé que sur téléphone ou console. En soi, le choix de cette franchise, encore une fois, est assez pertinent, car Angry Birds était un jeu très très populaire auprès des ados et jeunes adultes, qui sont justement la cible principale du parc. Et l'utilisation de cette franchise me rappelle l'époque où l'éditeur finlandais Rovio cherchait à étendre l'univers Angry Birds. Au cinéma avec 2 films, dans l'animation avec une série pour enfants ou avec des produits dérivés, des livres, et aussi dans les parcs à thème, soit sous forme de zones thématiques comme ici, soit sous forme de parcs ou d'aires de divertissement familial comme Angry Birds World au Qatar. Après avoir observé des oiseaux en colère, on se retrouve devant Nemesis Inferno, inspiré par l'attraction originale Nemesis d'Alton Towers, située à 199 km plus au nord, un parc qui appartient aussi au groupe Merlin et dans lequel on se rend juste après celui-ci. Ici, Nemesis Inferno reprend l'idée d'un coaster inversé de chez nos bons vieux constructeurs suisses B&M, Bolliger et Mabillard, le tout enrichi par un thème volcanique. Alors le coaster enchaîne 4 inversions, les forces G montent à 4,5, donc c'est 4 fois et demi votre poids pendant un instant tout de même, sachant que la limite en Europe est de 5 G. On ressent bien cet effet sur les BM, particulièrement dans les courbes serrées, dans les hélix. On est littéralement plaqué dans son siège. Le tout se passe sur un parcours fluide, sans temps mort, bref, un bon élève de la famille suisse. Le parcours est d'ailleurs plutôt compact et on pourrait lui reprocher par contre d'être peut-être un petit peu court. Pour les coasters fans en soi, Nemesis Inferno, ça reste un incontournable. Même si le coaster n'atteint peut-être pas la même notoriété que son grand frère d'Alton Towers, qui vient d'être tapé d'ailleurs, il n'en reste pas moins un des meilleurs du parc. L'intensité du ride combinée à l'atmosphère oppressante et au thème plutôt bien pensé, tout ça, ça offre une expérience que les amateurs de coasters se doivent un peu de vivre. Même si c'est pas la thématisation de l'année non plus.
Bon, après cette aventure volcanique, il est temps de reprendre notre souffle avant de continuer notre périple à travers le parc. Prochaine étape, le légendaire Stealth, qui nous fait de l'œil depuis la file de Nemesis. Stealth est une montagne russe qui se distingue notamment par sa vitesse et sa hauteur. Elle fait partie de la zone Amity Speedway, un land qui nous ramène aux années 1950, l'âge d'or des courses automobiles américaines. Parlons maintenant un peu des chiffres. Elle a une hauteur de 62 mètres et demi, soit l'équivalent d'un immeuble de 20 étages. Elle atteint une vitesse de pointe de 130 km/h à l'accélération en 1,9 secondes. C'est aussi rapide qu'une Formule 1 au départ. Une force G allant jusqu'à 4,5 G, vous plaquant littéralement contre votre siège lors du lancement. Un parcours de 400 mètres qui peut vous sembler court mais qui est simplement suffisant pour vous offrir une montée d'adrénaline incomparable. Typique de ce type de coaster. Et évidemment une durée de ride d'environ 15 à 20 secondes, mais elles vous paraîtront éternelles et c'est justement ce qui rend l'expérience aussi intense. Chaque détail du land renforce le thème, les couleurs, les affiches vintage et même les musiques diffusées autour de l'attraction. A savoir qu'avec ses caractéristiques impressionnantes, elle a aussi marqué l'histoire des montagnes russes. En 2006, lors de son ouverture, elle détenait le record de la montagne russe la plus rapide et la plus haute du Royaume-Uni. Aujourd'hui encore, il est parmi les launch coasters les plus rapides d'Europe. Un record qui fait de Stealth une attraction incontournable pour tous les coasters fans. A savoir que le lancement de Stealth consomme une quantité tellement énorme d'énergie, c'est l'équivalent de 10 000 ampoules de 100 watts allumées en même temps. Pour compenser, le parc avait mis en place des systèmes pour récupérer l'énergie après chaque lancement. On est ici sur un lancement évidemment hydraulique. C'est justement un type de coaster, les accélérateurs, sujet au rollback. Quand le train ne prend pas assez de puissance pour franchir le top hat, il redescend en arrière et est naturellement freiné sur la zone de propulsion. Le phénomène est largement anticipé par les constructeurs et cela est donc sécurisé à 200%. Le rollback n'est pas non plus réservé aux accélérateurs, quasiment tous les coasters propulsés peuvent y être sujets. La gravité ne fait que son travail. Il y a même aujourd'hui des coasters qui utilisent ce phénomène sur leur parcours. Toutatis au parc Astérix par exemple, ou encore Panthéon à Busch Gardens Williamsburg aux États-Unis. Justement, ce type de coaster particulièrement apprécié des visiteurs, on en retrouve de plus en plus autour du monde. Et on en fera d'autres pendant ce tour, je vous l'assure. À l'ouverture de l'attraction, la majorité des retours sont unanimes. C'est une expérience inoubliable. Ce type de coaster accelerator, justement, est visuellement impressionnant et captivant, et la propulsion marque tous les esprits par le visuel, le bruit et la sensation si on fait le coaster. Beaucoup affirment que c'est un must pour tous ceux qui visitent Thor Park. En ce qui me concerne, j'aime ce type de coaster, même si je les trouve frustrants pour leur courte durée, j'aime leur composition en 4 temps. Premier temps, coup de fouet intense avec l'accélération. Deuxième, une seconde de respiration et de vue du paysage. Ensuite, un dernier coup de fouet pour redescendre et rejoindre les freins finaux. Et enfin, la reprise des esprits sur les freins finaux avec la réalisation de ce qui vient de se passer. Si vous cherchez justement à vivre une expérience de course folle comme dans les années 50, c'est l'endroit où il faut aller. L'attraction surplombe une plaque en mémoire de Lady Diana, mémorial installé en 1997 après son décès à Paris. En effet, pendant 3 étés consécutifs, de 91 à 93, la princesse Diana et ses jeunes fils William et Harry ont fait du parc d'attractions une de leurs destinations de loisirs favorites. Loin des protocoles royaux, Diana a souhaité offrir à ses enfants une enfance la plus normale possible. Les photos de la princesse Diana, le sourire aux lèvres, sur les attractions du parc ont fait le tour du monde. Elle avait même demandé à une équipe de tournage de les suivre en 93. Ces images ont non seulement surpris le public, mais ont également démontré la volonté de Diana de se montrer accessible et proche des gens. Elle insistait même pour faire les files d'attente et être traitée comme n'importe qui d'autre. Ces visites ont eu un impact considérable, tant sur l'image de la famille royale que sur le parc lui-même. Thor Park est devenu, pour un temps, une destination incontournable pour les fans de la princesse. Ces visites ont également contribué à démocratiser l'image de la royauté, montrant que même les membres de la famille royale pouvaient apprécier les plaisirs simples de la vie. Elle témoigne de la volonté de Diana de protéger l'intimité de ses fils et de leur offrir une enfance heureuse, loin des regards indiscrets. L'héritage de ses étés à Thor Park est indéniable. Il a renforcé le lien entre la princesse Diana et le peuple britannique et a contribué à faire de Thor Park un parc d'attractions emblématique. En parlant d'histoire justement, parlons de celle de Thor Park. Né d'une ancienne gravière exploitée par RMC, non pas celui-ci, Ready Mix Concrete dans les années 1930, le site a connu une métamorphose spectaculaire depuis. Initialement destiné à devenir une zone de loisirs axée sur le thème maritime, le parc a ouvert ses portes au public en 1979. Au début, c'est un parc de loisirs modeste qui se garnit de nouvelles activités et attractions et se développe tranquillement.
Les investissements allant, un certain coaster nommé Space Station Zero a commencé à faire la réputation du parc à partir de 84. Réputation qui a été légèrement renforcée par X No Way Out en 96. Juste avant l'acquisition par The Tuso Group en 98, acquisition qui a marqué un tournant majeur pour Thorpe. Ce rachat a permis au parc de bénéficier d'investissements plus importants, conduisant à la création de nouvelles attractions phares comme Colossus ou Stealth. Cependant, cette standardisation a parfois été critiquée par certains fans les plus fidèles qui regrettaient la perte d'une certaine authenticité. Je peux le comprendre, mais c'est peut-être le prix à payer pour un développement accéléré. Tuso, suite à une acquisition par Blackstone, a été intégré à Merlin Entertainments en 2007. Cela a apporté une nouvelle accélération au développement de Thorpe Park avec l'arrivée d'événements thématiques comme les Fright Nights, des nouvelles zones thématiques, un hôtel sur place et des attractions à la théma encore plus travaillées qu'avant, comme par exemple avec The Swarm, Saw, The Walking Dead et j'en passe. Malgré quelques fermetures d'attractions historiques pour faire place à de nouvelles, Thorpe Park a su maintenir son choix de cible et son statut de référence en matière de sensations fortes. Maintenant qu'on a fait un tour historique d'horizon de Thorpe, on continue notre visite et ensuite on se dirige vers l'extrémité où se trouve le coaster The Swarm. Inauguré en 2012, The Swarm est une montagne russe conçue par Bolliger Mabilla, encore eux, et qui est du type Wing Coaster. Personnellement, je les adore les Wing Coasters, car ça offre une expérience de vol intense grâce à des sièges placés de part et d'autre du rail, et donc une sensation de liberté encore plus forte qu'avec un inverted, comme on a fait tout à l'heure. Avec ses 39 mètres de haut, ses 96 km/h, ses 5 inversions et ses passages très proches du décor, The Swarm vous permet une courte minute 15 de pure intensité. L'un des plus de cette attraction réside aussi dans sa thématisation. Un monde ravagé par une invasion extraterrestre, les décors soignés comme les avions écrasés et les véhicules renversés nous plongent totalement au cœur d'un univers post-apocalyptique. La sensation de voler au-dessus de ses ruines, le tout en étant assis sur les ailes du train, accentue l'immersion et procure une sensation de bonne vulnérabilité quand même. A savoir que The Swarm a été le premier Wing Coaster du Royaume-Uni, offrant une expérience inédite aux visiteurs locaux. Et même s'il s'agissait d'un bel investissement pour le groupe Merlin, le parc n'a pas rencontré l'augmentation de fréquentation espérée après l'ouverture de l'attraction. Pour essayer de relancer la curiosité pour la machine, le parc a même offert la possibilité de le faire en marche arrière en 2013 en inversant certains sièges. Alors ici on monte à 4,5 G aussi, et comme vous l'avez peut-être entendu, j'ai été brièvement victime d'un phénomène appelé voile gris. Alors sur le moment j'ai pris ça pour un voile noir, mais après réflexion, c'était bien un voile gris. C'est un trouble visuel temporaire qui est causé par les fortes accélérations qui réduisent la circulation sanguine au niveau de la rétine. Donc le champ de vision se réduit progressivement, comme si un voile gris venait obscurcir l'image. En soi, c'est pas grave du tout. Mais si l'accélération que j'avais ressentie à ce moment avait duré plus longtemps et avait eu une intensité plus élevée, d'autres symptômes auraient pu apparaître, comme la vision tunnel, le voile noir, qui est une perte totale de vision temporaire. Et dans les cas les plus extrêmes et rarissimes, c'est la perte de connaissance, si alors là on monte très très haut dans les accélérations. Mais encore une fois, comme dans les parcs c'est limité à 5G en Europe, on risque pas d'y arriver.
En me dirigeant vers notre dernier coaster de la journée, je passe devant The Walking Dead The Ride, mais c'est clairement pas une attraction pour moi. S'il y a des comédiens qui viennent toucher les visiteurs, j'ai vraiment horreur de ça. Et on arrive enfin devant Colossus, inauguré en 2002. C'est une montagne russe emblématique et légendaire du parc. Conçue par Intamin, cette attraction de type multi-inversion était à l'époque de son ouverture la première au monde à proposer 10 inversions. Un véritable exploit technique, elle surpassait à ce moment-là le record détenu par Dragon Khan à Port Aventura avec ses 8 inversions. L'un des atouts majeurs de Colossus réside dans son parcours plutôt compact qu'il propose. Justement, malgré sa taille relativement modeste, il parvient à offrir une succession de manœuvres assez impressionnantes. Les visiteurs sont entraînés dans une spirale d'inversion qui donne l'impression de ne jamais s'arrêter. La théma du ride s'inspire des civilisations anciennes avec des décors évoquant des ruines mystérieuses et des temples antiques. Bien que la théma ne soit pas aussi poussée que sur certaines autres attractions du parc, elle ajoute néanmoins une touche d'exotisme et de mystère à l'expérience. Avec ses 30 mètres de haut, une vitesse atteignant les 72 km/h, Colossus offre une expérience intense marquée par ses nombreuses inversions. Un loop vertical qui suit la première drop, un Cobra Roll qui comprend 2 inversions, un double corkscrew qui est un double tire-bouchon, une quadruple Earthline Roll, c'est-à-dire 4 vrilles successives autour de l'axe du rail. C'est une figure visuelle attrayante et qui a notamment fait la renommée du coaster. Et enfin, un simple Earthline Roll pour être sûr de vous achever en fin de parcours. Pour ce qui est de mon ressenti personnel, j'ai trouvé Colossus assez intense, surtout avec la répétition des inversions qui peut donner l'impression de ne plus savoir où est le haut et le bas. Son gros point faible réside aujourd'hui dans son inconfort. Le coaster a 22 ans et on le sent bien. Chaque inversion et changement de direction peut donner un bon coup sec au cervical, style Goudurix. Ça reste une montagne russe classique de nos jours, mais qui reste un incontournable pour tous ceux qui cherchent à vivre une expérience riche en inversions. Alors que je me dirige vers la sortie du parc en cette fin de journée, il est temps pour moi de faire le bilan de ce que j'ai vu et vécu aujourd'hui. Dès l'entrée, après avoir traversé le dôme, on comprend immédiatement quelle est la cible principale de Thorpe Park. Ce parc a clairement trouvé son identité et cela se reflète dans tous ses choix de thématisation et ses initiatives pour rester cohérent avec cette cible. Plus un point pour une intégration réussie qui renforce le positionnement du parc. Le parc ne fait pas dans la demi-mesure, il assume pleinement ses choix et sait comment les exploiter, même pour offrir une expérience cohérente. Même l'hôtel du parc s'inscrit dans cette continuité avec une thématique et une cible qui, je vous l'avoue, ne ressemblent en rien à celle de l'hôtel Disneyland, mais qui reste fidèle à la cohérence générale. Thorpe Park ne cherche pas à attirer toute la famille du grand-père aux enfants, non. Ici, on vise une clientèle plus jeune et avide de sensations fortes. Sur les 26 attractions du parc, seules 8 sont dédiées aux enfants. On pourrait même dire que certaines attractions familiales semblent être là pour compenser le fait que les parents n'ont pas pu trouver de solution de garde pour leurs enfants. C'est aussi une stratégie pour attirer ces enfants plus tard quand ils seront ados. Cependant, il est clair que même avec une cible aussi marquée, un parc comme Thorpe Park doit malgré tout offrir un minimum d'options pour les familles. Sinon, ils risquent de les voir partir après avoir été attirés par les grands coasters sans trouver de quoi divertir ceux qui ne peuvent pas monter. Alors donc, pourquoi est-ce important de ne pas négliger les familles ? Parce que c'est la clientèle justement la plus lucrative. Certaines entreprises dans l'industrie du divertissement l'ont bien compris et en ont fait leur marque de fabrique, comme Disney par exemple. D'autres, en revanche, sont encore en quête d'identité, proposant un mélange d'expériences familiales tout en misant sur 1 ou 2 gros coasters ponctuellement pour attirer les foules, car oui, les coasters sont les produits d'appel par excellence. C'est compréhensible, du point de vue marketing, un parc doit être clair sur son offre et sa vision. Mais en même temps, un parc ne peut pas se permettre de proposer que des attractions à sensations fortes ou uniquement des attractions familiales. Il faut un équilibre entre les deux avec des dark rides, des flat rides, des water rides, des family coasters, des shows, etc. Les franchises peuvent également jouer un rôle clé à condition qu'elles soient cohérentes et bien intégrées dans le parc. Si c'est bien fait, elles peuvent devenir des produits d'appel aussi puissants que les coasters, attirant un public en fonction de leur popularité. Aujourd'hui, Thorpe est un acteur majeur du divertissement en Angleterre. Il continue d'innover et d'attirer plus d'1 million de visiteurs chaque année. Son histoire témoigne de sa capacité à s'adapter aux évolutions du marché et aux attentes d'un public toujours plus exigeant. Au sein du groupe Merlin, Thorpe a clairement trouvé sa place en s'adressant aux ados et aux jeunes adultes. Chessington, à quelques kilomètres de là, remplit le rôle de parc familial avec jeunes enfants et Alton Towers, qu'on visite juste ensuite, celui de toute la famille, du plus jeune au plus âgé.
Merci de m'avoir suivi sur cette visite du deuxième parc du trip. C'est une fin de vidéogramme de mon côté, je prépare la suite car il reste 16 parcs et j'ai vraiment hâte de vous en parler et de vous montrer les images. A la prochaine donc, toujours au Royaume-Uni, cette fois-ci perdu dans la campagne anglaise pour le parc Alton Towers.